Bonjour, aujourd'hui on s'attaque à un monument, la Cinquième République. C'est un cas d'étude fascinant. Née en 1958, en pleine crise, elle est devenue l'un des régimes les plus durables de notre histoire. Mais la grande question, c'est de savoir si cette stabilité, voulue par le général de Gaulle, est synonyme d'immobilisme. Est-ce qu'un régime stable peut aussi être un régime qui évolue? C'est ce qu'on va voir ensemble. Regardez un peu cette frise. De Charles de Gaulle à Emmanuel Macron, ça fait 8 présidents. 8 présidents sous la même constitution, ça représente plus de 60 ans de continuité. C'est assez exceptionnel, surtout si on compare avec l'instabilité permanente des régimes précédents. On sent bien que tout a été pensé à l'origine pour que ça dure. Alors voilà la question qui fâche, notre problématique. Est-ce que cette république est figée dans le marbre ou est-ce que sa longévité, justement, vient de sa capacité à se transformer, à bouger en même temps que la société française? C'est le fil rouge de notre analyse. Pour y voir plus clair, on va suivre un plan en 4 temps, un peu comme pour une composition du bac. D'abord, on va regarder pourquoi ce régime est bâti pour être stable et fort. Ensuite, on se penchera sur les grands changements de la société. Troisième étape, comment l'État réagit, comment il s'adapte. Et enfin, on fera le bilan pour voir où on en est aujourd'hui. On attaque avec la première partie, une république stable et forte. On va voir les fondements de ce qu'on appelle parfois, pour provoquer un peu, une monarchie républicaine. Bon, cette république, elle ne sort pas de nulle part, elle hérite de toute notre histoire. Elle est d'abord indivisible, ça c'est l'héritage de la Révolution, la souveraineté appartient au peuple, un point c'est tout. Elle est laïque, bien sûr, depuis la fameuse loi de 1905, l'État est neutre mais garantit la liberté de croire ou de ne pas croire. Et enfin, elle est sociale, une idée qui vient tout droit du programme du Conseil national de la résistance et qui donne à l'État un rôle de protecteur. Mais la vraie nouveauté, la clé de voûte de sa stabilité, c'est son architecture. C'est ce qu'on appelle un régime semi-présidentiel. Le président, élu par tout le monde, a énormément de pouvoir. C'est lui qui nomme le Premier ministre, qui dirige le Conseil des ministres, il peut même dissoudre l'Assemblée. Cette concentration du pouvoir exécutif, c'était vraiment l'idée de De Gaulle pour en finir avec le chaos et les gouvernements qui tombaient tout le temps sous la Quatrième République. Stable, donc. Mais attention, stable ne veut pas dire immobile. Regardez ce chiffre, 24. C'est le nombre de fois que la Constitution a été changée depuis 1958. Ça nous dit quelque chose d'essentiel. Même si le cadre est solide, ce n'est pas un bloc de béton. Il a fallu l'ajuster, le modifier. Et ça, c'est la transition parfaite pour notre deuxième partie. On y vient à cette deuxième partie. Parce que si les institutions sont conçues pour être stables, la société française, elle, n'arrête pas de bouger. Et elle vient forcément bousculer le modèle de départ avec de nouvelles demandes, de nouveaux défis. Une des grandes critiques qui revient sans cesse, c'est celle de l'État jacobin, trop centralisé, où tout se décide à Paris. À partir des années 80, on entend de plus en plus une demande forte de décentralisation. L'idée, c'est de donner plus de pouvoir de décision aux régions, aux départements, aux communes. Et même la façon de protester a complètement changé. Avant, on avait les grandes manifs, bien organisées par les syndicats, comme en 1995 contre la réforme des retraites. Aujourd'hui, on voit apparaître des mouvements beaucoup plus spontanés, qui naissent sur les réseaux sociaux, sans chef, sans structure. L'exemple type, bien sûr, c'est les Gilets jaunes. Pour le bac, c'est un excellent cas d'étude. Il faut savoir identifier les acteurs, les revendications, pour comprendre ce qui est nouveau. Un autre combat majeur qui prend de l'ampleur, c'est celui de l'égalité entre les femmes et les hommes en politique. Ce qu'on lit là, c'est un extrait d'un manifeste de 1996 signé par 10 femmes politiques de droite comme de gauche. Elles disent clairement « on veut la parité et s'il faut changer la Constitution pour y arriver, eh bien on le fera ». C'est un acte fondateur très fort. Et puis, bien sûr, la société est traversée par la lutte pour de nouveaux droits civils, en particulier pour les personnes LGBTI+. La question de la reconnaissance des couples de même sexe a provoqué des débats incroyablement vifs dans le pays. Ça a mené à 2 grandes lois, d'abord le PACS en 1999 et puis le mariage pour tous en 2013. Bon, face à toutes ces pressions, à toute cette demande qui monte de la société, comment l'État a-t-il réagi? C'est tout l'enjeu de notre troisième partie. On va voir comment le régime s'adapte et ça passe surtout par la loi et par la modification de la Constitution. Cette petite chronologie, elle est très parlante. 1982, la loi des fers, c'est la réponse à la demande de décentralisation. 2000, la loi sur la parité, c'est la réponse directe aux revendications féministes. 2013, la loi sur le mariage pour tous, qui acte une évolution majeure de la société. On voit bien le mécanisme, une demande sociale forte et une réponse législative. La République s'adapte. Écoutez bien les mots de Christiane Taubira, qui était ministre de la Justice à l'époque. Pour défendre le projet de loi, elle met en avant un principe fondamental, l'exigence d'égalité.
C'est au nom de l'égalité, un des piliers de la République, qu'elle justifie de faire évoluer la loi. Analyser ce genre de discours au bac, c'est ça? Repérer l'argument central d'un acteur politique pour convaincre. Et alors, est-ce que ces lois, ça marche vraiment? Regardons ce graphique. La part des femmes députées, moins de 11% en 1997. En 2017, près de 39%. Le bond est spectaculaire. Donc, oui, l'impact de la loi sur la parité, il est réel, il est indéniable. Même si, attention, ça ne règle pas toutes les inégalités par magie. C'est un outil puissant, mais ça reste un outil. On arrive à la fin de notre parcours au moment du bilan. Et ce qu'on peut dire, c'est que la Ve République, c'est finalement un système qui est en négociation permanente entre des forces qui poussent à la stabilité et d'autres qui poussent au changement. Ce tableau résume assez bien ce tiraillement. D'un côté, on a les piliers de la stabilité. Le président fort, la tradition centralisatrice, la constitution de 58. Et de l'autre, les moteurs du changement. La décentralisation, les nouveaux mouvements sociaux, les lois sur les droits civils. La Ve République, elle vit et elle tient là-dessus, sur cet équilibre toujours en mouvement. Allez, petite fiche de révision pour le bac, ce qu'il faut absolument retenir. Point 1. Un régime stable construit autour du pouvoir présidentiel. Point 2. Ce régime a montré qu'il pouvait s'adapter par la loi quand la société change. On l'a vu avec la décentralisation ou la parité. Et point 3. Il reste des tensions très fortes sur la question sociale, sur l'organisation du pays, sur la place des citoyens. Ce sont les grands défis d'aujourd'hui. Un dernier petit conseil de méthode, c'est vraiment la clé pour réussir l'épreuve. Quand on vous donne un sujet sur une période récente, ne vous contentez jamais de décrire une loi ou un fait. Il faut toujours le relier à son contexte. Demandez-vous, pourquoi cette loi sort à ce moment précis? À quelle demande sociale répond-elle? C'est ça, faire le travail d'historien. C'est ça, analyser. Et on termine sur cette question, qui est une excellente ouverture pour une conclusion de dissertation. La Ve République, est-ce que c'est un modèle qui est fatigué, à bout de souffle face aux crises qu'on connaît, ou est-ce qu'au contraire, c'est un système qui continue de prouver qu'il peut se réinventer? La réponse n'est évidemment pas simple, et c'est à vous, en tant que citoyen, de continuer à y réfléchir.